Bonjour et bienvenue dans ce 32e numéro de Pilot Reviews. Voici enfin la critique des séries sorties pendant le mois de juillet. Un petit retard dû à notre vidéo sur DuckTales, mais rassurez-vous, août viendra bien plus vite. Je propose donc de commencer sans plus attendre. La déferlante du crack sur LA dans Snowfall sur FX. En cet été 1983, la coke règne en maître sur Los Angeles. Franklin Saint est un bon élève et un bon fils. Pendant que ses amis friqués se poudrent le nez au bord de leur piscine, il doit travailler le soir dans une supérette. Quand un de ses anciens camarades de classe lui demande d'aller lui chercher la cocaïne chez un grossiste millionnaire, il saisit sa chance pour changer de carrière et va passer de petit dealer d'herbe à dealer de coke. Beaucoup de séries sur la drogue depuis quelques années, de Wiz à Breaking Bad en passant par Narcos. Ici, on est moins porté sur le trafic en lui-même que sur comment cela va affecter la ville avec tous les changements que cette nouvelle drogue va apporter. Le personnage de Franklin, ingénu qui débarque dans ce monde de sexe, drogue et violence, bien que déjà vu, reste intéressant et attachant. Si l'épisode est centré sur lui, d'autres groupes de personnages qui n'interagissent pas encore nous sont présentés. Gros dealers, agents de la CIA, etc. Mais l'empathie n'est pas la même. Pour le moment, nous avons droit à un récit en zigzag, où le crack n'est pas encore présent, chargé de clichés, mais qui sait tout de même capter notre intérêt et nous donne envie d'aller plus loin. Un héros qui fait claquer son fouet contre une horde de démons, c'est Castlevania sur Netflix. Valaki, au XVIIIe siècle. Une jeune femme est menée au bûcher par sorcellerie. Il s'avère qu'il s'agit de l'épouse de Vlad Tepes, aka Dracula. Fou de douleur, celui-ci lâche une armée de créatures des ténèbres sur le pays. Cette adaptation en série animée de la longue série de jeux vidéo éponyme était attendue au tournant. Ce genre de retranscription a souvent donné par le passé de gros navets et des séries ringardes. Heureusement, ici, on sent que le travail était confié à des fans. Le matériau original est respecté. L'ambiance est travaillée et l'action n'est pas avare en scènes gore et sanglantes. Dans cette première saison de seulement 4 épisodes, on sent parfois un peu trop que cette histoire était originellement prévue comme un long métrage direct ou DVD, avec un rythme souvent trop lent et un début qui peine à décoller. Mais la suite s'enchaîne très bien et donne envie d'en savoir plus. Ça tombe bien, Netflix a d'ores et déjà commandé une saison 2 de 8 épisodes. À voir. Un trio d'adolescents vivant des aventures palpitantes, c'est presque adulte sur TF1. Les 3 youtubeurs, Norman, Natou et Cyprien, dans leur propre rôle, nous proposent de suivre leur parcours semé d'embûches en dehors de leurs vidéos et leur confrontation au passage difficile à l'âge adulte. Ouais. On nous a annoncé quelque chose de frais, de nouveau, de naturel, sans artifice et sans bridage au niveau de la création, et au final, c'est la déception. C'est, c'est du vu et revu, fait et refait. Ce qui marchait sur internet ne fonctionne pas à la télévision du fait d'un manque cruel de rythme, et malgré la lenteur des épisodes, on a l'impression que ça dure une demi-heure alors qu'on a des capsules de 5-10 minutes, et surtout on a un surjeu, une accumulation de clichés. Bref, faire du YouTube et faire la télévision sont deux choses vraiment différentes, et le passage de l'un à l'autre peut s'avérer casse-gueule. On en a ici le meilleur exemple. Shakespeare was a punk dans Will sur TNT. Fraîchement arrivé sur Londres, le jeune William, en quête de travail en tant qu'acteur, se fait voler sa bourse par un jeune pickpocket. La recherche de son assaillant le mène vers un théâtre où voue une troupe en manque de nouveaux récits. Après Stills Are Crossed, qui est malmené Roméo et Juliette, on a droit à ça. Mais foutez donc un petit peu la paix à Shakespeare, bordel. Enfin, je sais bien que l'utilisation des clashs dans la BO, les affiches de théâtre punk, le destroy des spectateurs, tout ça est une métaphore un peu lourde pour nous montrer que le théâtre de l'époque c'était un peu comme la scène rock des années 70, perturbante et révolutionnaire. Mais là, dans une série en costume d'époque, le décalage est trop omniprésent, perturbe le visionnage. Mais si on arrive à mettre ça de côté, on a droit à une série dynamique, peut-être un peu trop colorée pour le Londres du XVIe siècle, mais plutôt fidèle historiquement. Si vous arrivez à mettre de côté donc tout le côté anachronique omniprésent, pourquoi ne pas laisser une chance à cette série ? Enfin, une réponse à toutes ces questions dans la science des soucis sur France 4. Pourquoi perdez-vous toujours vos clés de voiture ? Pourquoi la tartine tombe-t-elle toujours du côté de la confiture ? Pourquoi les enfants n'écoutent pas leurs parents ? Pourquoi ? La réponse est simple. Sans le savoir, vous êtes victime des tracassoaires, des petits êtres dont le but est de pourrir votre quotidien. Une nouvelle capsule, courte, sur France 4, qui répond à ces questions avec beaucoup d'humour. On sent une forte influence de la série Les Quarks, qui passait sur Canal+ en 1993, avec ce côté pseudo-science de l'invisible. Le mélange entre personnages réels et animés fonctionne plutôt bien. Les blagues sont plutôt efficaces et on rit de bon cœur. À voir. Les dessous de la presse féminine dans The Bold Type sur Freeform. Jane, Kat et Sutton sont rédactrices dans le magazine féminin à succès Scarlet et n'hésitent pas à donner leur personne pour écrire leurs articles. C'est pas Gossip Girl, c'est pas Sex and the City, c'est pas Dirt, c'est pas Le Diable s'habille en Prada, c'est pas tout ce genre de série ou film, mais ça y ressemble vachement sans arriver au niveau. Les personnages sont fades, des intrigues insipides et sans envergure, ça ne cherche pas à se mettre en danger et nous ressort des vieux clichés à la peau dure. J'aimerais bien dire du bien de cette série inspirée de la vie de Joanna Coles, rédactrice
qui sont chefs de Cosmopolitan, mais j'y vois pas grand chose qui puisse sauver l'ensemble. Bref, replongez-vous dans les séries citées précédemment et oubliez The Bold Type. Grossesse et passé trouble dans In the Dark sur la BBC One. La détective inspectrice Ellen Bates est enceinte, mais elle n'a pas encore dit à son collègue et compagnon Paul. De plus, elle doit revenir dans son village natal, car 2 jeunes filles y ont été enlevées, et le mari de sa meilleure amie d'enfance est accusé du crime. Ce résumé laborieux vous donne le ton de la série, adapté d'un roman de Mark Billingham. C'est long, c'est lent, les personnages autres que l'héroïne sont inintéressants, voire inexistants, le tout enrobé d'éléments d'intrigue vus et revus. La réalisation est correcte, mais ça ne parvient pas à dynamiser l'ensemble. Bref, on s'ennuie et on ne se sent pas motivé à découvrir les 3 autres épisodes de cette mini-série. On va tous crever dans Salvation sur CBS. Liam Cole est un étudiant prometteur en astrophysique au MIT. Grâce à l'un de ses logiciels, il va détecter une anomalie, un astéroïde tueur de planètes qui devrait entrer en collision avec la Terre dans 186 jours. Il va se rapprocher du millionnaire philanthrope Darius Stantz pour faire remonter l'information au Pentagone et tenter l'impossible pour éviter la catastrophe. Bon, les points positifs, c'est bien interprété, bien réalisé avec un bon rythme. Le point négatif, l'histoire. On a comme l'impression qu'ils ont pris tout ce qui existait sur le sujet ou pouvaient s'en approcher. Armageddon, You, Me and the Apocalypse, Mars, Ascension, Wargame et j'en passe. Passer tout ça au mixeur et servir cette bouillie en se disant ça passe. On a droit à tous les clichés possibles. Le jeune étudiant prodige, rebelle et beau gosse qui abandonne l'amour de sa vie rencontré il y a 2 jours pour aller sauver le monde. Le millionnaire, plus grand cerveau de notre temps, philanthrope et beau gosse qui veut sauver l'humanité en créant une arche de Noé. Le gouvernement qui cache des informations et fait de la merde, etc., etc., etc. Au final, ça se laisse regarder, mais cet amas de clichés d'impressions constantes que l'on cherche à caresser dans le sens du poil finit par faire un rejet total de la série. Mère et humoriste dans I'm Sorry sur True TV. Andrea est scénariste de comédie. Souvent immature, parfois névrosée, elle se met dans des quiproquos qui lui retombent continuellement dessus. Ouais, pas grand chose à dire ici si ce n'est la lourdeur de l'humour. Les gros mots c'est rigolo. Cette bonne mère de famille est une expert star. Les standardistes sont des connasses. Les vieilles disent des gros mots ou sont outrées par le langage fleuri de notre héroïne. Et c'est rigolo. Enfin bref, beaucoup de déjà vu et un personnage central sympathique au départ qui devient énervant au possible au final. 6 amis à New York, c'est Friends from College sur Netflix. Autour de la quarantaine, 6 anciens amis d'Harvard se retrouvent à New York et tentent de faire la fête comme 20 ans auparavant. Mais il y en a 2 qui couchent ensemble depuis tout ce temps-là et ils sont tous les 2 mariés chacun de leur côté. Cette série est la première inclusion petit écran du réalisateur Nicolas Schottler, ayant à son actif l'excellent Forgetting Sarah Marshall ainsi que le beaucoup moins glorieux Nick Bors, nos pires voisins chez nous. C'est un projet très personnel qu'il a mené avec sa femme et ça se sent. On a une succession de scénettes parfois à la limite de la private joke avec des guests qui viennent faire coucou le temps d'un caméo. On suit principalement Ethan, écrivain qui voudrait faire de la vraie littérature pour adultes mais que l'on force à plancher sur un roman dans la veine de Twilight ou Hunger Games, qui prend une voix de dessin animé quand il est nerveux et qui n'arrive pas à se décider entre sa maîtresse et sa femme avec qui il essaie d'avoir un enfant. Tout ceci s'enchaîne de façon un peu désordonnée et on ne sait pas vraiment si on doit rire ou avoir de la peine pour lui. Ajoute à cela une galerie de personnages stéréotypés façon bobo hipster et on obtient une série mi-figue mi-raisin. Même si on sent l'envie et la passion chez les créateurs, celle-ci ne nous est pas communicative. La saga de l'été, leur domaine nous appartient sur TF1. Dans la baie de Sète, une violente explosion secoue le quotidien des habitants. Au milieu du chaos, une mère cherche son fils. Était-il sur l'un des bateaux qui se sont percutés? Aurait-il participé à ce qui apparaît très vite comme un meurtre? TF1 se lance dans le feuilleton quotidien de l'été et s'est adressé pour ça à Telle France, société de production de Plus belle la vie. Et comment dire, ça se sent. Les personnages sont trop nombreux, clichés, surjoués, caricaturaux au possible. La réalisation est aux fraises, avec des mouvements de caméra en dépit du bon sens, et on nous rajoute une bonne grosse souche de pathos avec des violons en prime pour faire pleurer ménagère. Le pire, c'est que TF1 a commandé 130 épisodes de cette chose et projet d'en rajouter encore si ça marche. S'il vous plaît, par pitié, ne les encouragez pas. Blanchiment d'argent dans Ozark sur Netflix. Marty, conseiller financier de Chicago, blanchit discrètement de l'argent pour le compte d'un baron de la drogue. Son partenaire va vouloir arnaquer son client en détournant 8 millions de dollars. S'il veut protéger sa famille, Marty doit rapidement blanchir de l'argent sale afin de rembourser la dette de son associé. Il part donc pour Ozark, ville dans les montagnes, vivant principalement du tourisme estival, pour y continuer son activité illégale pour le cartel loin du radar du FBI. Ouais, ça ressemble un peu du Breaking Bad mais à l'envers, et surtout sans saveur. Situation
explications sont pas très crédibles. Notre pauvre courtier, entraîné dans des événements dont il n'avait pas idée, arrive à sortir 8 millions en liquide sans sourciller et promet de blanchir 500 de plus pendant l'été. La demi-mesure fait qu'on a du mal à y croire. Et ça manque de nerfs. Un pilote un peu plus condensé aurait apporté plus de rythme et nous aurait fait oublier les grosses ficelles. Par la suite, Marty va devoir faire face à un dealer local dont il concurrence dangereusement le business, ainsi qu'à un clan de petits voyous dirigé par une jeune fille de 19 ans qui cherche à lui soutirer de l'argent. Rajoutez à ça un agent du FBI tenace et vous aurez un bon gros sentiment déjà vu. Dommage. Famille de voyants dans Raven's Home sur Disney XD. Raven est une mère célibataire qui élève seule ses 2 enfants, Nia et Booker. Suite à des problèmes financiers, elle accueille chez elle sa meilleure amie Chelsea et son fils Levi. Raven n'a pas révélé à ses enfants son nom de voyance, ce qui fait que lorsque Booker va commencer à avoir des visions, il va être quelque peu décontenancé, ne sachant pas quoi faire de ce pouvoir incontrôlable. Raven's Home est le spin-off de la série Phénomène Raven, qui passait chez nous dans KD2A. On part sur le même pitch de base, une enfant dotée de pouvoir qui va tenter de cacher ses visions à son entourage. Raven a donc grandi et passe sans le savoir le relais à son fils. Le pitch n'est pas forcément très original et souffre d'une mise en scène sitcom 90. C'est-à-dire enregistré, punchline pas très naturel, relation parents cool, enfants cool, pas très crédible non plus, et à la fin, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais bon, peut-être que cette série ravira les nostalgiques de Phénomène Raven. La bagarre dans la bonne humeur, c'est Nico and the Spotlight sur Amazon. Un sorcier maléfique a plongé le monde dans les ténèbres, transformant d'innocentes créatures en monstres sanguinaires. C'est alors que se réveille accidentellement Nico. Il est censé être le champion légendaire qui combattra le mal, mais il n'est encore qu'un enfant. On sent que beaucoup de soins et d'attention ont été apportés à ce dessin animé. Les personnages, les décors, l'animation des scènes d'action, tout respire l'amour du travail bien fait. Et en plus c'est drôle, et l'enthousiasme de ce petit bonhomme est communicatif. L'histoire est classique, mais ne prend pas le jeune public pour des imbéciles. Du coup, les petits comme les grands devraient sans problème y trouver leur compte. À voir. La série estivale de petites filles mortes dans Somewhere Between sur ABC. Laura Price est productrice d'un journal télévisé. Un serial killer va assassiner sa fille, Serena, par vocation contre les médias. Dévastée, elle va mettre fin à ses jours. Et revenir au début de cette fatidique journée. Et donc tenter par tous les moyens d'éviter le drame. On pense avoir fait le tour des meurtres de gamins, beaucoup trop présents dans les productions actuelles. C'est sans compter sur l'imagination des scénaristes, qui tirent une nouvelle fois sur la corde en lorgnant aujourd'hui du côté de Un jour sans fin. Somewhere Between est l'adaptation d'une série coréenne, God's Gift, 40 Days, ce qui explique sans doute la trop forte dose de drama et de pathos. Si l'angle adopté ici n'est pas inintéressant, avec sa petite dose de fantastique, la lourdeur de l'écriture, les dialogues dégoulinants de bons sentiments et les scènes assommantes et manquant de subtilité, tu l'as vu mon gros détail du premier épisode nous donne guère envie de voir la suite. True Blood du pauvre dans Midnight Texas sur NBC. Sur les conseils de feu sa grand-mère, Manfred Bernardo, un médium parle avec les morts, déménage dans la petite ville de Midnight, au Texas. Havre de paix pour les loups-garous, vampires, ghouls et autres créatures naturelles. Mais la découverte d'une noyée va menacer la tranquillité du lieu. Si la série vous fait penser au visionnage à True Blood, c'est normal. C'est tiré d'une saga de livres de la même auteur, Charlene Harris. Seulement, Midnight Texas n'a pas le même charme. Comme sa parente, il y a un côté très famille chez les créatures surnaturelles. Comme sa parente, on sent poindre l'histoire d'amour interdite. Comme sa parente, elle en fait des caisses. Mais pour le moment, c'est à peu près tout. Les intrigues sont un peu téléphonées et on ne dévoile les secrets de la ville beaucoup trop tôt. Les acteurs sont plats, les dialogues sont vides, les effets spéciaux sont un peu cheap et ça pioche allègrement à droite à gauche de Buffy à Sabrina l'apprentie sorcière. Mais bon, au moins, il n'y a pas de Suki à l'horizon. Huis clos étrange et oppressant dans Room 104 sur HBO. Les choses vont horriblement de travers quand une babysitter arrive dans la chambre 104 d'un hôtel américain. Elle a en charge un garçon un peu spécial. Après True Detective, nouvelle série anthologique pour HBO en 12 épisodes de moins d'une demi-heure, format plutôt court pour la chaîne. On suit ici différents locataires de la chambre 104 d'un motel à des époques diverses. À mi-chemin entre les légendes urbaines et la Twilight Zone, le postulat de départ semble intéressant. En effet, malgré un bon travail sur l'ambiance et une performance d'acteurs acceptable, le tout manque d'originalité du scénario et le côté ultra prévisible du twist de l'épisode plombe totalement le résultat final. Dommage. Glamour, paillettes et nazisme dans The Last Tycoon sur Amazon. Tiré du dernier roman inachevé de F. Scott Fitzgerald, The Last Tycoon suit les aventures du Golden Boy d'Hollywood, Monroe Star, pris dans des jeux de pouvoir avec son patron et mentor, Pat Brady, pour préserver l'âme de leur studio. Dans un monde assombri par la Grande Dépression et où plane l'influence internationale grandissante de l'Allemagne d'Hitler, The Last Tycoon met en lumière les passions, la violence et l'ambition exceptionnelle du Hollywood des années 30. Les décors et les costumes sont magnifiques et tout au long de l'épisode,
on peut réellement constater un souci de détail. Malheureusement, les dialogues sont médiocres et même pour du Fitzgerald, c'est vraiment lent. Pourtant, tous les ingrédients étaient présents pour que cela puisse marcher, mais le côté trop creux et lisse empêche la sauce de prendre. Cette émission étant terminée, je vous donne rendez-vous très vite, c'est promis, pour la review des nouvelles séries du mois d'août. En attendant, bonjour chez vous.